Backseat est également disponible en podcast sur Spotify. Retrouvez l'émission en audio et en intégralité dès la fin du direct le jeudi soir. Alors si tu aimes écouter l'émission, n'hésite pas à suivre Backseat sur Spotify ou sur quasiment toutes les autres plateformes de podcast. Et tout de suite, ta vidéo. Chers amis, je vous propose qu'on enchaîne cette émission après cette petite intermède. On va parler de l'actu de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. Allez. L'actualité de cette semaine, chers amis Artoise et Ariane, je vous ai proposé d'être chroniqueuse à l'occasion de cette émission, puisque vous êtes des créatrices de contenu sur Internet qui parlaient de politique. Finalement, c'est ce que nous sommes, nous. Donc, on s'est dit que ce serait chouette de vous inviter à vous aussi jouer le jeu de la chronique sur Backseat. On va parler ensemble de l'actualité de cette semaine qui a été marquée au niveau gouvernemental par des décisions budgétaires importantes. Il y a eu des inquiétudes du côté du gouvernement sur la trajectoire financière du pays. Le déficit public a été révisé à 5,1% du PIB en 2024. Le gouvernement s'engage à revenir à 3% de déficit à l'horizon de 2027. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y a eu moins de recettes fiscales que prévu. Et en plus, la croissance économique était moins importante que les projections du gouvernement, ce qui est souvent le cas, tu me diras. Mais là, ça a fait particulièrement mal. En février dernier, donc, le gouvernement a annoncé 10 milliards d'euros d'économies sur le train de vie de l'État, et pas seulement, dont 2 milliards d'euros pour l'écologie, qui est le domaine le plus touché, d'ailleurs. 10 milliards d'euros d'économies avec la particularité que le gouvernement n'a pas l'intention de déposer un projet de loi pour ça. Le gouvernement a l'intention de passer par décret pour couper des budgets. Ils ne veulent pas avoir recours à ce qu'on appelle un budget rectificatif qui permet en cours d'année budgétaire de rectifier le budget, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et par exemple de tenir compte de nouvelles trajectoires budgétaires. Le gouvernement lance donc une bataille à la réduction du budget avec des appels du pied faits par le gouvernement et faits par Emmanuel Macron lui-même en direction des dépenses sociales. Le travail notamment, on va à nouveau avoir une réforme de l'assurance chômage probablement, après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux la semaine dernière. Est-ce qu'on est en train, chers amis, je vous pose la question, d'assister à un retour aux années 2010 et à la rigueur budgétaire? Est-ce qu'on est de retour dans ces années Fillon? Non. Non, Antoine, pourquoi tu dis ça? Parce que la grande différence, alors oui, il y a à nouveau la petite musique de la dette qui ressort pas mal. Mais quand même, quand on regarde les préoccupations des Français, la question de la dette publique, elle arrive... Enfin, c'est seulement 8% des Français qui se disent préoccupés par l'état de la dette publique en France. C'est vraiment pas un enjeu qui préoccupe les électeurs. Et ça, c'est quand même complètement différent de ce qu'il pouvait y avoir en 2010, même avant les élections de 2012. Ça avait quand même énormément tourné autour de cette question de la dette publique. Donc, c'est pas le même état de la société. Et certainement que le Covid a quand même changé pas mal de choses à ce niveau-là, parce que le quoi qu'il en coûte et cette idée qu'on pouvait faire des déficits, que c'était possible de vivre dans des sociétés, dans des pays dans lesquels il y avait des déficits importants, dans lesquels il y avait une dette importante, on a vu que c'était matériellement possible. Donc je pense que pour l'opinion publique et pour les électeurs, c'est plus du tout le même niveau d'inquiétude que ce qui pouvait être le cas auparavant, et notamment en 2010, comme tu disais. Ok, d'accord, ok, je comprends. Moi, il y a un truc que je note, c'est la petite musique favorite d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, qu'il se remet à ressortir, alors qu'il avait beaucoup fait en 2022 après la présidentielle et en 2023 aussi. C'est l'idée selon laquelle la France s'est trop habituée à la dépense publique au moment du Covid. On a été gorgé d'argent public. C'était un moment très particulier, le Covid, hein, rappelez-vous, les confinements. À peu près un salarié sur deux était payé par l'État pendant quelques semaines, quelques mois pour faire face au Covid. Le plan de relance a été phénoménal avec beaucoup d'argent qui vient de l'Union européenne. Et Emmanuel Macron s'en sert comme d'un argument pour dire oui, mais les Français, du coup, sont trop habitués à l'argent public. Il faut les déshabituer. Ça me donne envie de tout bien préciser quand même. Mais justement, moi aussi, ça me donne envie de tout casser. Et c'est pour ça que je note ce petit refrain qui revient de la part d'Emmanuel Macron. Sauf qu'il y a une spécificité, c'est qu'on est à quelques mois d'une élection européenne et que c'est pas trop le moment de dire ça. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, je pense qu'il joue un jeu très dangereux en sortant cet argument du fait qu'il y a trop d'argent public et tout. Quand tu vois les manifestations qu'il y a eu au moment de la réforme des retraites sur l'assurance chômage et avec les agriculteurs, c'est vraiment pas le bon argument, je trouve. Peut-être préciser certaines choses si tu le veux bien, parce qu'effectivement, il faut quand même débunker ce côté on a ouvert les vannes, on vous a filé masse de thunes, etc. Parce qu'il faut savoir que la dette actuelle s'élève à tenez-vous bien, 3100 milliards d'euros, que Macron est responsable pour 1000 milliards de ça. Ça veut dire depuis 2017, il l'a gonflé de 1000 milliards. Et que finalement, les dépenses Covid, c'est une part assez minoritaire
dans cette dette. Ok. Donc c'est quand même très important de le spécifier, et je crois que c'est même pas un tiers, quoi. C'est vraiment très très résiduel, sachant que par ailleurs les dépenses Covid ont été aussi soutenues par l'Union européenne qui avait décidé de mutualiser la dette, etc. Donc il faut peut-être remettre un peu les choses dans leur contexte. Ce qui est assez intéressant de noter aussi, c'est que finalement, pour un gouvernement qui est censé quand même être attentif à ça, à pas faire exploser la dette, parce que je veux dire, idéologiquement, il y a quand même un peu de ça, avec un ministre de droite qui est la personne de Bruno Le Maire, ils ont quand même un peu laissé glisser les choses. Donc moi, je m'en tape, perso, de la dette. Je pense pas que ce soit fondamentalement un problème. Quand on prend des États comme les États-Unis ou le Japon qui ont plus de 200% du PIB en dette, ça n'a pas l'air de vraiment poser des problèmes en termes de performance économique. Néanmoins, dans la logique de ce gouvernement, c'est assez étonnant, et d'ailleurs, c'est ce que leur reproche LR. Plus particulièrement, c'est-à-dire que côté LR, s'ils voulaient justement déposer une motion de censure sur le potentiel PLFR de juin, c'était un des arguments principaux, en disant vous prétendez néolibéraux de droite, alors qu'en fait vous avez fait laisser glisser les dépenses publiques sans les contrôler, et maintenant on est grave dans la merde. Autre chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, est-ce que ce serait pas un petit argument pour faire un peu de démagogie sur les pauvres, ils profitent, les pauvres, ils travaillent pas, ils se tripotent toute la journée, tout ça, quand on sait que finalement, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas tant un problème de dépenses, c'est un problème de recettes. C'est-à-dire qu'il y a des choix politiques qui ont été faits, qui consistent notamment à laisser 76% des filiales du CAC 40, des sociétés du CAC 40, à être dans des paradis fiscaux. Donc voilà. Alors s'il y a de la thune à aller chercher, je pense qu'il y a des façon assez simple pour ça. Pas forcément nécessaire d'allonger le délai de carence pour les arrêts maladie. Pas forcément nécessaire de nous cogner encore une fois une réforme du chômage, etc., tout en culpabilisant par ailleurs les gens. Donc c'est très agaçant. Voilà, c'est tout. Ouais. Jules ? Ouais, puis il y a eu quand même à un moment, il y a eu des dépenses sur les carburants pour soutenir machin, parce que après la crise Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu une flambée quand même des prix de l'énergie, etc. Et donc le gouvernement, en effet, comparé à d'autres pays, a accompagné quand même la consommation, a soutenu un peu la consommation, mais de manière indistincte, c'est-à-dire pour tout le monde. Ristourne à la pompe, machin, tarif de l'énergie, machin, pour tout le monde. Et derrière, donc à un moment on ouvre les vannes, mais c'est-à-dire que tu pouvais faire le plein de ton Hummer, de ton SUV, là, je sais pas quoi, et t'es un gros bourgeois, t'as la ristourne. Ouais. Et derrière, par contre, quand il va falloir serrer les vannes, ça va pas être pour le gars qui fait le plein de son SUV. Donc, pareil, où est passé l'argent ? Crédit impôt compétitivité emploi, donc CICE, crédit impôt recherche, le soutien aux entreprises dans ce pays, ça, les gens ont un peu tendance à pas toujours le rappeler. Il est massif. On ne devient pas riche dans ce pays, une entreprise ne fait pas des bénéfices considérables qui partent dans les dividendes, sans le soutien de l'État on est au chevet des entreprises. Donc là, il y a ce qu'on peut appeler, littéralement, il y a un braquage, il y a un transfert de pognon et de capital, donc, et aussi de patrimoine de l'État vers le secteur privé. Mais ça, c'est la droite. C'est-à-dire, on arrive, il y a l'État, qui a un parc public aussi, qui a de l'immobilier, qui a plein de trucs, qui a des entreprises. Là, je bossais sur Rodolphe Saadé la dernière fois. CMA-CGM, c'est le patron de CMA-CGM. Et puis, dans les recherches, qu'est-ce qu'on trouve ? Son père, Jacques Saadé, qui était pote avec Jacques Chirac. Puis la CGM, c'était quoi ? Avant, c'était National. C'était la compagnie Générale Maritime, machin. Ça a été privatisé. On a privatisé plein de trucs. Et les riches ne deviennent pas riches dans ce pays sans piller. Et sans piller, nous, derrière, notre système social, on va dire, par contre, ça va être à vous de vous serrer la ceinture. Donc c'est pour ça que c'est indécent. Et c'est pour ça aussi que ce qui peut être contre-intuitif, c'est-à-dire que c'est toujours les mecs de droite qui viennent faire les perles à rigueur derrière. On se souvient de François Fillon qui vient avec sa mèche, qui dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». Ensuite, c'est Édouard Philippe qui avait dit « il y a trop de dettes, il y a trop de dettes ». Si tu écoutes Édouard Philippe, c'était son truc, parce que ça fait sérieux de dire « il y a trop de dettes ». Et parce que c'est une marotte du centre historique, ça a toujours été. Et c'est vrai que la charge de la dette, c'est très emmerdant. La charge de la dette, parce qu'il y a la dette, puis il y a la charge de la dette, c'est-à-dire qu'on va payer des intérêts pour cette dette. Et donc, c'est un poste de dépense de l'État. Et plus la dette est grosse, plus la charge de la dette est grosse. Mais qui creuse la dette à chaque fois ? Qui ? Je vous pose à votre avis. Comment vous croyez que ça se passait sous Jospin ? On équilibre, la gauche arrive, et on accuse toujours la gauche, vous allez dépenser plein d'argent aux pauvres, vous allez creuser
la gauche, en général, elle arrive, elle essaye justement de rétablir un peu les trucs. La gauche, elle rétablit plutôt. Historiquement, elle rétablit les comptes sociaux, elle rétablit les comptes publics. D'ailleurs, c'est assez spectaculaire quand tu regardes les exercices du pouvoir de la gauche. De croissance a été négocié notamment dans les années 80-81 avec Mitterrand et ces fameux 3% qui correspondaient à l'époque au déficit de l'État. Le gouvernement doit présenter sa copie à la Commission européenne. On n'est plus dans les trajectoires budgétaires d'avant le Covid, mais on est en négociation pour y retourner. Je l'ai dit, Emmanuel Macron souhaite que la France arrive à 3%. Du PIB 2027, de dette, de déficit, pardon, à la fin, en 2027, à la fin de son deuxième quinquennat. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Ariane, Artoise, qu'est-ce que ça vous inspire, cette politique du gouvernement budgétaire ? Pour, contre. David, vous avez le droit aussi. Un vrai bonheur. Non, mais après, je pense que... Pardon, vas-y. Non, moi, j'ai pas autant de recul que vous parce que j'ai commencé à voter en 2017. Donc, autant vous dire que je sais pas trop ce qu'il en était dans les années 2010. Ce que je vois, en tout cas, c'est que le gouvernement, en tout cas celui de Macron, n'aime pas les pauvres. Et ça, il nous le fait bien comprendre. C'est-à-dire qu'on passe pour voilà, des gens qui vivent au chevet de l'État, qui n'aiment pas travailler, comme si en fait c'était un choix d'être sans travail, d'être au chômage, etc. Et qu'on profitait de ça. Hein, mais ça, c'est un argument, je pense, qui est plus vieux que ça même. Et donc, en fait, de trouver en fait un bouc émissaire pour, j'ai envie de dire, un peu détourner le regard, parce qu'en fait, on va vous dire, on va faire des économies sur les aides sociales, sur tout ça, dont les plus pauvres, en réalité, bénéficient. Mais c'est je veux dire, ils vont faire des économies qui sont ultra maigres par rapport à ce qu'il pourrait y avoir s'ils s'attaquaient vraiment aux paradis fiscaux, etc., qui représentent des milliards et des milliards d'argent, alors que, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que les aides sociales, c'est beaucoup, beaucoup moins. Donc, encore une fois, je me dis, mais en fait, ils veulent absolument pas aller embêter leurs amis riches, parce que c'est un peu ça. Hein, comme pas d'augmentation d'impôts, effectivement. Voilà, comme tu disais, Usul, il y a un lien, en tout cas, entre ces gens-là et le gouvernement. Et en même temps, ils ont envie, du coup, de s'attaquer à ceux sur lesquels ils peuvent taper. Mais quelle efficacité ça va avoir, en fait ? Pour moi, il n'y en aura pas. Et donc, ça va toujours être le même problème de... Quand on n'aura plus de droits, la merde, elle sera toujours là. Enfin, excusez-moi de l'expression, mais je veux dire, le problème ne sera pas réglé. Surtout qu'il y a un effet procyclique, c'est-à-dire ça risque en plus d'entretenir le ralentissement de l'économie. S'il y a moins d'investissement public, s'il y a moins... Par exemple, tout simplement, là, ils vont sabrer dans des ministères, ils vont supprimer des postes de fonctionnaires. Ouais. Ça fait autant de gens qui ne cotiseront plus, n'auront pas d'emploi, etc. Et ça va faire aussi, pareil, moins de recettes à la fin. On est en train de ralentir l'économie. Oui, Emmanuel Macron n'a pas l'intention que de supprimer des fonctionnaires d'État. Il a très bien dit. Les comptes sociaux, il veut faire des économies là-dessus. Alors clairement, je précise, il a dit pas d'augmentation d'impôts. Ça, c'est exclu pour lui. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Bruno Le Maire le jure. Il est au pouvoir depuis 7 ans sans augmenter les impôts. Il veut le rester. Et donc, il n'augmentera pas les impôts. Donc, ils vont s'attaquer à la dépense. Et en s'attaquant à la dépense, ils vont regarder du côté des comptes sociaux. Donc, nouvelle réforme de l'assurance chômage à venir. Et ils vont s'attaquer aussi aux dépenses des collectivités locales qui, elles aussi, sont accusées d'être trop grasses. Le problème, c'est que les collectivités locales, on l'a vu pendant le Covid, c'est souvent grâce à elles que tient ce qui peut tenir l'action sociale, notamment dans les départements, et puis les communes, et puis heureusement qu'elles sont là, les communes, pour tenir bout de bras ce qui peut rester de contrat social dans ce pays. Clair. Déjà qu'elles n'ont plus la taxe d'habitation. Elles n'ont plus la taxe d'habitation, elles sont dans la merde, il n'y a pas assez de transfert de pognon, c'est pas Petite chose que je voulais préciser aussi sur ce que disait Usul. Ce qui est assez intéressant, c'est les experts de l'Observatoire français des conjonctures économiques, tenez-vous bien, OFCE, ont même revu leurs prévisions de croissance à la baisse pour 2025, compte tenu des coupes budgétaires. Donc c'est dire à quel point finalement c'est contre-intuitif. C'est ce que je disais. Oui, tout à fait. Mais je l'ai dit mieux. Et oui, t'as dit l'OFCE et tout, ça fait plus sérieux quand je dis ça va faire ça. Ariane. En fait, je pense que c'est important de comprendre que là, tu parlais de la réforme de l'assurance chômage qui est la troisième que Macron fait, après la réforme du RSA, après la réforme des retraites. Et que cette réforme, cette volonté de faire une troisième réforme, c'est pas une volonté économique, c'est absolument pas le cas. Enfin, les caisses de l'assurance chômage, elles sont bénéficiaires. Il y a de la thune dans les caisses de l'Unédic. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent pas donner de l'argent. C'est pas parce qu'il y a trop d'argent, c'est parce qu'ils veulent pas donner de l'argent. Ils ont fait tellement de réformes pour ne pas donner de l'argent aux travailleurs, aux travailleuses, qu'on se retrouve avec trop d'argent qui donne à d'autres postes de dépenses, qui règlent pas le problème du chômage. C'est absolument pas une question économique. Allez, je pense qu'en plus, là, les réformes chômage, c'est facile. C'est comme les réformes du RSA. Personne ne se mobilise là-dessus parce que tout le monde a peur, envie de se distinguer des pauvres, etc.
c'est facile de taper dessus, mais il n'y a absolument pas de véritable programme économique sur le fait de couper les robinets c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective. Mais non, on navigue à vue. Alors la perspective, la promesse, idéologique. le plan d'Emmanuel Macron, c'est plein emploi et déficit à 3%. À horizon 2027. C'est sa promesse, c'est son engagement. Pour le coup, Macron, il suffit de l'écouter. C'est lui qui présente dans sa conférence de presse de décembre dernier son projet. C'est ça. Et il le dit, je le rappelle, à marche forcée. Sous-entendu, on va casser. Il peut y avoir de la croissance. C'est Gabriel Attal qui s'est moqué, je crois, dans une interview de la possible manifestation du camp social. En disant oui, et alors ? Et alors, si les gens vont dans la rue, et alors, je m'en fous. Mais parce que c'est un pardon. C'est parce que c'est aussi un problème quand même pour le macronisme, cette question de la dette et le fait qu'il y ait une dette qui soit aussi importante, qui est augmentée pendant pendant les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Parce que le macronisme, finalement, c'est à la fois cette présentation en termes de pragmatisme, donc qui est un peu une dénégation de la politique. On est et de gauche et de droite. Voilà, il n'y a plus d'idéologie et ce serait juste du management finalement. Ouais. Dans ce management, l'idée, c'est quand même de gérer la France comme une entreprise. Et quand il y a ce problème de dette, ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne mal à ce niveau-là. Donc c'est aussi extrêmement dangereux pour eux en termes purement politiques et en termes d'avenir pour ce parti du management de la France. Alors puisqu'on parle de danger, je vous ai expliqué tout à l'heure que le gouvernement ne souhaitait pas avoir recours à un budget rectificatif pour faire passer ces 10 milliards d'euros d'économies. Je ne vous ai pas dit pourquoi. Motion de censure. Exactement. Le risque, il est phénoménal. Le gouvernement ne veut pas avoir recours à un budget rectificatif au Parlement parce que qui dit budget rectificatif dit 49.3. Qui dit 49.3 dit motion de censure. Qui dit motion de censure dit véritable risque d'adoption de cette motion de censure. Parce que si vous regardez les groupes politiques qui sont contre la trajectoire budgétaire du gouvernement, ils le sont tous. Tous les groupes d'opposition sont opposés. Or, vous le savez comme moi, qu'ils sont potentiellement majoritaires. Là, rappelez-vous la réforme des retraites, à 9 voix près, une motion de censure n'a pas été adoptée. Là, les Républicains risquent de voter tous ensemble. Donc, risque de dissolution, donc risque de victoire de Jordan Bardella qui serait nommé à Matignon avant les européennes. Et ça, le gouvernement ne le souhaite pas. L'Élysée ne le souhaite pas. C'est à peu près aussi simple et limpide que ça dans la tête de l'Élysée. Il y a un risque phénoménal que Gabriel Attal perde son gouvernement. Est-ce qu'on est en train d'assister au crépuscule du gouvernement Attal ? Point d'interrogation. Qui aura duré 2 mois. Quelques mois, ouais, 2 mois, un truc comme ça. On en pense quoi d'Attal ? On l'aime bien ou pas ? Parce qu'il est jeune quand même. Quand tu casses, tu répares, d'accord ? Il est jeune, nous on aime bien la jeunesse. Il est jeune, c'est le plus jeune. Tu savais que c'était le plus jeune Premier ministre ? Je te jure, c'est le plus jeune Premier ministre, incroyable. Quand même, hein. Putain. Bref. Et le plus jeune président aussi, du coup. Et le plus jeune président, non mais c'est incroyable, c'est la jeunesse qui nous gouverne, c'est formidable. Quelle jeunesse, hein. Faites le SNU. Ouais, la jeunesse est politisée après tout. Ouais, tu vois, hein. Ouais, tu vois. Autre sujet dans l'actualité, chers amis, c'est au niveau européen que ça s'est passé au Parlement européen. Il y a eu le pacte migratoire qui a été adopté, une espèce d'urgence chelou voulue par Ursula von der Leyen. C'était au cœur de sa mission à la tête de la Commission européenne, l'adoption d'un pacte migratoire. C'était mercredi qu'il y a eu un vote au Parlement européen. 10 textes ont été présentés au vote, pacte européen sur l'asile et l'immigration, une réforme très importante qui introduit un filtrage des migrants, des centres de rétention aux frontières ou encore un nouveau système de solidarité entre pays, qui prévoit également la prolongation de la durée possible de détention d'un migrant aux frontières extérieures de l'Union européenne jusqu'à 9 mois au total. C'est une forme de tour de vis et en même temps, c'était très en même temps de Ursula von der Leyen, une nouvelle clé de répartition des demandeurs d'asile entre les pays européens pour que la pression migratoire baisse sur les pays d'accueil, les premiers pays d'accueil, notamment la Malte, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Intéressant cette urgence à adopter un texte asile-immigration avant les élections européennes. Peut-être, je pense, que parce que la Commission européenne anticipe une arrivée massive de l'extrême droite au Parlement européen à l'occasion des élections européennes, et donc un tour de vis qui aurait été encore plus important si jamais c'était eux. Si je dis pas de bêtises, c'est en préparation depuis super longtemps. Depuis des années. Grosse négociation. Ouais. Là, ils ont pressurisé la négociation pour arriver à un vote avant les européennes. Et je pense que Ursula von der Leyen, elle se dit, putain, si on vote pas maintenant, les gars, on va devoir négocier avec l'extrême droite, quoi. C'est parce que c'est pas le PPE qui va gagner des... Enfin, pour ce qu'ils proposent, c'est pas... Qu'est-ce que, Usul, tu voulais nous faire un petit point pour nous expliquer ce qu'il y a dans ces textes? Pas du tout. Mais si, je l'ai écrit. T'es sûr que c'était moi? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ah non, mais c'est ce qu'il m'a dit, François, quand on a préparé l'émission. Il m'a dit Usul, il est chaud pour dire un... Mais non, j'ai fait le pacte de stabilité, on devait se répartir. Moi aussi, j'ai fait le pacte de stabilité. Oui, t'as lu mes notes. Mais pas du tout. Mais pas du tout. T'as même pas été capable de les lire correctement. Allez, alors, d'après ses partisans, je vais pas faire ça.
mais clairement, on va poser la question. C'est un serpent de mer. C'est des textes qui sont en discussion depuis des années. Ouais. C'est un pacte. Donc, il y a plusieurs textes. Il n'y en a pas qu'un seul qui en fait conforte la logique d'externalisation des frontières de l'Union européenne. On va donner encore plus de poids avec les pays avec lesquels on négocie. C'est-à-dire les gardes-frontières libyens, etc., etc. Donc, potentiellement, leur donner encore plus de thunes pour qu'ils massacrent les gens, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Il suffit de regarder ce que fait SOS Méditerranée et de voir un peu comment les personnes qui cherchent à migrer sont traitées en Méditerranée. C'est quand même affligeant. Un truc à rappeler quand même, le parcours migratoire méditerranéen est le plus mortel au monde. Ouais. Et aujourd'hui, l'Union européenne est en train de durcir ses règles d'accueil en externalisant un certain nombre de choses, et en plus, c'est vraiment un traitement totalement inhumain, en désaccord total des conventions internationales. Ça, c'est un groupe de plus de 160 ONG qui dénonce ça. La majeure partie des États membres qui sont membres signataires de conventions internationales se mettent en porte-à-faux avec leurs obligations internationales en votant ce texte. Donc, c'est super inquiétant. On essaie de régler un problème qu'on ne réglera jamais, puisque de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont migrer, et notamment des gens qui sont poussés de chez eux par des armes qui sont vendues par les pays européens. Donc, c'est vraiment, mais juste absolument lunaire. Dire que von der Leyen a voulu faire ça parce qu'elle ne voulait pas négocier avec la droite, mais vous avez vu le débat Valérie Ayé et Marion Maréchal Le Pen, où Marion Maréchal Le Pen lui dit « Non, mais nous, on ne veut plus de migrants ». Et Valérie Ayé, elle dit « C'est bon, il y a le pacte migratoire, vous inquiétez pas, c'est dans le pacte migratoire ». C'est-à-dire qu'à chaque fois que Marion Maréchal débarque avec un truc absolument abject sur la question de la gestion des flux migratoires, Valérie Ayé lui répond « Non, c'est bon, c'est dans le pacte ». Ariane ? Ouais. Déjà, tu disais régler un problème, mais c'est même pas. En réalité, c'est la rhétorique de l'extrême droite qui a été imposée. Mais l'immigration n'est pas un problème en Europe. On a un problème de la manière dont on accueille. Non, c'est un problème d'accueil, je voulais dire. Voilà. Oui. Mais c'est absolument. On se retrouve avec une rhétorique absolument déshumanisante et terrible, et qui repose sur absolument rien de réel. Et d'ailleurs, je pense que l'extrême droite sont les meilleurs pour montrer ça, puisque l'extrême droite, ce qui est bien, c'est qu'il faut toujours regarder ce qu'ils font quand ils arrivent au pouvoir, parce qu'ils disent des trucs, et quand ils arrivent au pouvoir, ils font des choses différentes. Donc ils sont là, on va mettre tout. Parler de Mélanie. Super. Mélanie, Orban, pareil. Les gouvernements d'extrême droite, une fois arrivés, discrètement, ils font venir des milliers de travailleurs étrangers pour travailler dans leur pays, parce qu'il y a le patronat qui arrive, qui leur tape sur l'épaule, qui dit coucou, moi j'ai besoin de gens pour travailler. Donc encore une fois, la main d'œuvre aussi qu'on peut un peu oui. exploiter plus facilement que les autres, quoi. Donc au niveau de Grégoire de Fournas, qui était le fameux député RN. Qui a un domaine viticole. C'est celui qui avait dit qu'il rentre en Afrique, député RN. Et il a embauché des sans-papes sur son territoire, pour son exploitation. Mais oui, parce que c'est une question coloniale, c'est une vision, c'est une manière de rétablir un ordre colonial et d'avoir des gens qui viennent travailler, tu vois, corvéables, et aussi de créer évidemment une mise en concurrence entre les travailleurs pour pas qu'il y ait de solidarité entre les travailleurs sur place. Il y a une course à l'échalote aussi à l'extrême droite. Oui, non, je suis d'accord. Pardon. Non, vas-y. Mais non, c'est très important parce que vraiment, en effet, c'est-à-dire que de criminaliser les parcours de migration crée en effet un vivier d'une espèce de main-d'œuvre qui va être employée, dit-on, au black, mais donc qui en effet, il n'y a pas de droit du travail, il n'y a rien, tu fais ce que tu veux, tu les héberges vaguement sur place. Et c'est en effet un rapport colonial à cette force de travail-là qui permet derrière des profits aussi pour une certaine classe sociale qui derrière va voter les lois qui criminalisent. Donc c'est pas incohérent, au contraire, ce qui est cohérent, c'est la criminalisation des parcours de migration. Oui. Ça, c'est extrêmement cohérent. Il y avait une très bonne émission de Mediapart qui avait donné la parole justement à des personnes qui étaient justement venues travailler ou qui avaient immigré. Et notamment, ils avaient donné la parole à une géomètre qui travaillait sur le Grand Paris, par exemple, et qui, elle, avait ils étaient venus la chercher, en tout cas, ils étaient venus la recruter. Et là, du coup, c'était au début de l'année quand il y avait eu la question. Ça concernait plus la France, mais enfin, ça va quand même de pair avec cette actualité. Et elle disait, mais en fait, là, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à travailler. Mais en fait, des gens pour prendre ma place en France, en fait, pour faire ce travail-là, il n'y en a pas. Donc en fait, encore une fois, ça montre l'incohérence on veut montrer que ces gens-là, on veut les criminaliser, on veut montrer qu'ils n'ont pas leur place ici. Mais en fait, la réalité, c'est que sans eux, il y a il manque de la main-d'œuvre aussi, quoi. Donc c'est ça, en fait, qui est complètement incohérent et qui montre juste que tout ça, c'est des paniques morales qui prouvent juste qu'ils sont racistes, en fait.
tout simplement. Ouais. Et bon, voilà, j'ai un peu raccourci, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Si, ils sont racistes. Bon, non, Et il y avait aussi... Il y avait aussi ce truc de dire qu'ils profitaient des aides, etc. Et en fait, ils étaient tous à l'unanimité pour dire, mais en fait, nous, quand on est arrivé ici, on ne savait pas qu'on avait droit à ces aides-là. On est juste venus pour travailler, trouver une vie meilleure, etc. Pas demander des aides, ouais. Et je me disais, mais ce qui est fou, c'est qu'on a un débat justement sur est-ce que si ces personnes ont le droit d'être ici, est-ce qu'elles sont légitimes, etc. Mais jamais on leur donne la parole pour savoir véritablement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. etc. Et moi, moi, je trouvais ça cool que Mediapart ait fait justement cette émission parce que pour la première fois, on donnait enfin la parole aux concernés. Je me disais, mais c'est fou quand même qu'on débatte en fait comme si c'était des objets en fait, et qu'on leur donne jamais la parole, la possibilité de s'exprimer et de raconter vraiment quelle est leur vie, en fait, leur réalité, quoi. Ouais. Ariane. Ouais, non, c'est juste, tu disais au Black, il y a beaucoup de gens qui travaillent au noir, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont des contrats de travail, et que de toute manière, ça c'est aussi intéressant, ce que tu disais, c'est pas contradictoire, effectivement. En fait, on voit bien avec le fait que l'extrême droite fasse venir des tas de travailleurs étrangers, c'est que les travailleurs étrangers, contrairement à la rhétorique, ils créent de la richesse, c'est-à-dire ils travaillent, et ils travaillent, soit ils ont un travail en plus, ils cotisent, soit ils travaillent au noir et ils créent de la richesse, et cette richesse, elle bénéficie à qui? Elle bénéficie du coup au patron. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment garder en tête. Et juste ce que tu disais aussi, je vous conseille un film qui s'appelle RMN de Christian Monjou, que vous avez peut-être vu, qui est un film qui se passe en Roumanie sur cette mise en concurrence des travailleurs, qui est super. Voilà. Il y a 2 ans, je pense. Très bien. Il y avait le référendum aussi, l'initiative LR, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Ah oui, le projet de loi, la proposition de loi référendaire. Il a essayé de faire passer un référendum pour reprendre un des articles qui avait été censuré de la loi immigration par le Conseil constitutionnel sur la préférence nationale pour les aides sociales. On parlait de ça justement. Et du coup, le Conseil constitutionnel a dit non, ceci sera... Moi, c'est la vraie question que je me pose sur le prochain Parlement européen qui va être élu le 9 juin prochain. Est-ce qu'on va se diriger vers une recomposition des droites avec une alliance objective ou quasi-objective entre le PPE et l'extrême droite? Le PPE, c'est l'équivalent des Républicains en France. C'est la droite classique, traditionnelle, qui a un très gros groupe au Parlement européen. Voilà. Ce sont les conservateurs, voilà, c'est la CDU allemande, c'est les Républicains en France, etc. Bon, c'est un très gros groupe. Et puis, il y a l'extrême droite qui est divisée entre 2 groupes différents, un peu Reconquête et le RN, pour le dire vite et pour le dire français. Moi, je me pose vraiment la question du poids futur de l'extrême droite au Parlement européen et surtout de l'alliance objective entre les deux. Est-ce qu'ils vont se mettre à négocier? Est-ce qu'ils vont se mettre à avoir des votes communs? Est-ce qu'on va se diriger vers une recomposition des droites européennes, ce qui, à mon avis, est encore plus un toboggan vers l'extrême droite au pouvoir? Mais Antoine. En effet, ce qui est intéressant avec ce pacte migratoire, c'est de voir à quel point il y a des fractures au sein de ces blocs au Parlement européen. Parce qu'au départ, ce pacte migratoire, c'est un compromis qui a été trouvé entre les sociodémocrates, Renew, donc le centre, et le PPE, donc la droite conservatrice. Mais finalement, tu vois que Glucksmann s'est finalement opposé au pacte migratoire. Qu'à côté de ça, Bellamy, donc, qui normalement aurait dû le soutenir, a voté contre, en tout cas ne l'a pas soutenu, parce qu'il trouvait que c'était trop laxiste. Donc tu vois que les équilibres qui existent au niveau national en France, c'est pas les mêmes que ceux que tu as au niveau européen. Et même au niveau européen, pays par pays, ils ont pas tous. Ils votent aussi selon des logiques nationales, en fait. Complètement. Et donc effectivement, tu pourrais avoir une recomposition du paysage politique européen avec des transferts de pouvoir entre les différents groupes, et pas la même majorité que celle qui est présente aujourd'hui. En termes d'opinion, Antoine, toi qui observes cette campagne européenne, est-ce que l'opinion publique accorde de l'importance aux enjeux migratoires? Tu vois que c'est la 4e préoccupation, les questions d'immigration. C'est derrière le pouvoir d'achat, c'est derrière l'environnement et c'est derrière l'avenir du système social. Néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point, sur toutes les mesures qui sont prises au niveau européen, à quel point l'opinion française, les électeurs français, considèrent que c'est positif, que ça a une influence positive ou non. Et ce que tu vois, c'est que les questions migratoires, c'est là où le jugement négatif est le plus important, à égalité avec les politiques sur les questions agricoles. Donc il y a une vraie insatisfaction globale. Alors après, ça peut être aussi monté en épingle par les différents partis, par différents médias, etc. Mais tu vois que globalement, il y a une insatisfaction concernant ces sujets-là, qui peut s'expliquer d'ailleurs pour plusieurs raisons. Soit parce que c'est considéré trop laxiste quand tu es à l'extrême droite du spectre politique, ou soit considéré comme, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, comme beaucoup trop dur envers les migrants.
Il se trouve qu'il y a un débat au sein même de l'extrême droite en France. Il y a des engueulades entre Reconquête et le Rassemblement national sur le vote au Parlement européen sur cet enjeu-là. Alors ça peut paraître être des bisbilles inintéressantes. Ceci étant, ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite, en France notamment le Rassemblement national, a un enjeu de crédibilisation que Marine Le Pen a instauré dès qu'elle a repris le parti dans les années 2010. Le parti Rassemblement national essaye de démontrer aux électeurs qu'ils sont adultes, raisonnables, prêts à gouverner, capables, etc. C'est la fameuse stratégie de la cravate. Ils portent tous des cravates à Rassemblement national. Ils arrêtent avec les vieux réflexes de l'extrême droite de Jean-Marie Le Pen père, qui consistait à parfois ne pas hésiter à s'afficher avec des nazis, avec des fachos, avec des nazillons, ils n'ont pas totalement arrêté. Alors parfois ils se font gauler, mais en interne c'est très très surveillé ça. Faites très attention à qui vient dans le meeting et tout, machin. Et en l'occurrence sur ce vote-là au Parlement européen, ils ont un espèce d'en même temps qui font qu'ils ont voté une partie des textes, mais pas tous, ce qui leur permet de tenir deux discours. Un discours vis-à-vis des électeurs en disant regardez, nous sommes des adultes responsables, nous votons des textes au Parlement européen sur des enjeux aussi importants que l'immigration. Et en même temps, ils peuvent tenir aussi aux électeurs attendez, on n'a pas voté tous les textes parce que l'Europe, elle veut nous imposer les immigrés, submersion migratoire, etc. et tous ces arguments-là. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Les responsables d'extrême droite essayent de jouer les adultes. D'où le fait qu'ils ne parlent plus de Frexit, par exemple. Par exemple, plus complètement oublié le Frexit. La sortie de l'euro, pareil. La sortie de l'euro, ça a été oublié. C'est plus du tout dans leur programme de campagne. Quoi. Et j'ajouterais un autre enjeu qui est très très important dans l'installation du RN sur le temps long dans le paysage politique, mais aussi dans la société en fait. C'est que c'est une manne extraordinaire. Là, si vraiment Bardella nous fait des 30% ou des je sais pas quoi, vous imaginez le nombre de députés RN que ça envoie à Strasbourg et à Bruxelles, et du coup le nombre d'assistants parlementaires. De pognon. Il faut penser rétribution aussi. Parce qu'une formation politique a besoin de donner des débouchés à ses militants. Et donc, c'est comme ça qu'elle sera attractive. C'est tout le problème qu'a Éric Zemmour avec sa formation Reconquête, où en effet, des gens, même des cadres de la droite et du RN, ont trahi pendant la présidentielle pour aller dans un parti qui n'avait rien à leur offrir après, pas de poste, pas de rien. Pendant qu'au RN, on se gave. Là, 89 députés RN, vous imaginez le nombre d'assistants parlementaires que ça fait. 3 ou 4 assistants parlementaires chacun. La thune pour le parti. Je parle pas, c'est pas seulement en termes d'argent, parce que c'est évidemment en termes d'argent, c'est important, mais c'est aussi en termes de solutions, d'attractivité pour nos petits bourgeois, nos enfants là, de bonne famille. Est-ce qu'ils vont aller au RN ou pas, en fait? Ils vont plus chez LR, et LR, ça attire plus du tout. LR n'attire plus, ça va devenir un débouché normal pour une certaine classe sociale qui veut s'investir en politique parce qu'ils vont pouvoir les rétribuer, donner des postes d'assistants parlementaires. Et ça, je pense que ça peut être un hold-up, ce truc, pour eux. C'est très inquiétant, le score de Bardella. Tu as raison de le rappeler, c'est important. Les scores aux élections, c'est pas seulement le nombre de députés qu'on envoie, c'est aussi des moyens concrets, des moyens politiques aussi, du temps de parole, des invitations dans les médias, etc. C'est très important pour les partis politiques de faire le score le plus important. Artoise ? Non, mais... je croyais que tu voulais dire un truc. Non, mais parce que tu parlais du hold-up, etc. Alors peut-être que c'est quelque chose dont on va parler après, mais parce que pourquoi le RN est plus dangereux aussi que LR, c'est parce qu'ils ont aussi été beaucoup plus en avance sur les canaux de communication, par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Ils sont très très forts pour ça. Et aujourd'hui, si on a plus peur du Rassemblement national que LR, notamment par rapport à ce qui pourrait attirer les jeunes, c'est aussi parce qu'ils sont ultra présents sur les réseaux sociaux et que ça a un vrai impact. Je peux nuancer ? Ouais, vas-y. Tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai l'impression qu'on s'en fait un peu beaucoup avec les jeunes, Bardella sur TikTok, machin. Le poisson pourri par la tête d'abord, donc c'est-à-dire que ça a commencé dans les médias, ça a commencé il y a longtemps, ça a commencé avec Sarko, ça a commencé... Le RN, il ne s'est pas monté tout seul, il ne s'est pas monté juste sur Internet. Le RN, moi, on avait fait un rhinocéros avec Loumi il y a quelques temps, sur au moment, c'était la loi immigration, je ne sais pas quoi, il y avait une soirée animée par Caroline Roux sur France 2, l'émission c'est l'événement, donc c'est un peu l'héritier de l'émission politique avec Léa Salamé et tout, et tu vois le niveau en fait de racisme moyen, le niveau, la manière de présenter le problème de l'immigration. Mais là, je parle à quel point ça c'est partagé dans une certaine classe sociale, les dominants, les classes médiatiques, la classe politique, il y a une espèce de consensus raciste. Non mais ça je suis d'accord avec toi, mais je parlais plus de l'aspect de se rendre cool. Tu vois ce que je veux dire, genre de dépoussiérer un petit peu ça, mais ces idées-là, enfin je veux dire, bien sûr que la télé, le monde de l'audiovisuel, les médias de manière générale ont eu un impact depuis fort longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, à titre personnel, j'ai observé que, tu vois, Bardella, il est sur TikTok, et même si on peut... C'est leur prêter beaucoup de finesse ou de... Oui, mais par exemple, tu vois qu'avec LR, c'est pas le cas. Genre, je veux dire, est-ce que LR, tu vois Xavier Bertrand, je sais plus qui ils sont, mais bref. Xavier Bertrand sur TikTok...
Ouais, non. C'est le premier nom qui m'est venu en tête, mais je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est François-Xavier Bellamy, c'est ça? Oui, Bellamy, la tête de liste. C'est ça que je voulais dire. FX. Ce que je veux dire par là, c'est que ça renforce aussi ce discours qui était déjà présent et ça vient aussi l'exporter auprès d'une... Bah, je suis désolée, mais les jeunes, enfin, je veux dire, si je me considère parmi les jeunes, on ne regarde pas la télé, les médias, enfin, je veux dire, voilà. Donc ça vient aussi entacher aussi les outils qu'on utilise, etc. Ce que je trouve n'a pas autant fait LR, quoi. Et oui, parce que le vrai problème, en fait, encore une fois, on parlait de problème, et ça, je pense que il y a personne qui fait vraiment le focus là-dessus, c'est les personnes qui meurent à nos frontières, mais en masse, c'est-à-dire en masse. Il y a des milliers de personnes qui meurent chaque année. Et ça reste, mais genre, c'est comme si c'était normal, en fait. Et personne ne se dit, bah, là, il va vraiment falloir... À quand la proposition de résolution au Parlement européen pour cesser ça? Il y en a eu. C'est vrai mais bien sûr, mais qui n'ont pas été adoptés, évidemment, et qui n'ont pas été particulièrement portés dans les médias non plus. Je veux dire, à quand un discours vraiment mais humain? Justement, on parlait du fait que c'était totalement déshumanisé. Je veux dire, même la loi immigration, même les PS et compagnie qui étaient là, ah non, mais on va quand même régulariser les travailleurs. Ok, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils crèvent, c'est ça en fait. Ce qui est fou, c'est que dès qu'il y a un nouveau naufrage, on en parle toujours presque comme si c'était un fait divers, quoi. Et oui, on s'y est habitué. Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est devenu... Enfin, déjà, il y en a beaucoup, en fait. Et on s'y est habitué. Et les médias ont participé aussi à rendre ça en fait comme un fait divers. Ben voilà, il y a encore eu un naufrage. Certains médias n'en parlent pas. Quoi. Je veux dire, c'est assez rare finalement qu'on parle des morts en Méditerranée. Ou même des tentes lacérées. Ouais, et surtout des tentes lacérées. Des tentes lacérées, place de la République. Ou des tentes, parfois, je crois que même les flics, ils prennent les tentes, ils confisquent les tentes. Bien sûr. Pas parfois, tout le temps. Et là, avec les JO à Paris, c'est quasiment tous les jours. Ouais. Il y avait, pardon, juste pour terminer, il y avait une très bonne vidéo il y a quelques mois d'un vidéaste qui s'appelle Simon Puech, je crois que tu l'avais déjà vu, qui avait fait une vidéo aussi sur ce qui se passe à la frontière biélorusse avec, je crois que c'était l'Autriche, je crois, bref, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, le jeu qu'il y avait entre les migrants en fait, qui se faisaient repousser d'un côté ou de l'autre de la frontière et qui se faisaient dépouiller de tout leur argent et de toutes leurs affaires, etc. Et que pour le coup, on a beaucoup tendance à parler des naufrages, etc. Mais en fait aussi de ce côté-là de la frontière européenne, en fait, ils sont aussi maltraités, ils se font battre à mort aussi, et en plus dans des conditions, je veux dire, là-bas, c'est des forêts. La frontière entre la France et l'Italie aussi, le détroit de Gibraltar, partout en fait. Tu as parlé, Artois, tout à l'heure de la Manche. Pour développer par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'était que il y a des puissances du coup périphériques de l'Europe qui ont vu que, en effet, c'est notre point faible. On peut nous faire du chantage aux migrants parce que l'Europe est tellement, en fait, stressée là-dessus. Et t'as Poutine, t'as Bachar al-Assad. Voilà, c'est un levier de pression sur nous. Erdogan, bien sûr. Et puis en plus, dans le pacte, il y avait cette histoire de si les pays ne veulent pas accueillir plus de migrants, on peut filer de la thune aux pays, notamment aux pays en Libye, en Tunisie. Combien ça te coûte Voilà, c'est ça. Et le pacte acte, c'est notamment le pacte acte des modalités différentes pour les pays qui refusent l'accueil, notamment les pays dirigés par l'extrême droite. Tu en as parlé tout à l'heure, Artoise, dans ton argumentation de TikTok. De Bardella sur TikTok. On voulait aussi avoir cette discussion avec vous deux, Artoise et Ariane, de la place de la politique sur Internet. On a appris au début du mois que Glucksmann qui fermait son compte TikTok. Il avait 60 000 abonnés. Valérie Hayé, la tête de liste Renaissance, elle aussi a décidé de fermer son compte TikTok pour ne pas faire le mariole dessus. Je cite Raphaël Glucksmann qui ne veut pas utiliser TikTok pour faire campagne, mais aussi pour ne pas utiliser une application chinoise qui est connue pour ses failles de sécurité et ses risques d'espionnage avérés. De leur côté, Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen, Marie Toussaint, Manon Aubry, elles et eux ont bien l'intention d'utiliser TikTok pour faire campagne. Est-ce que c'est un risque calculé de quitter TikTok quand tu es en campagne? Moi, je pense que franchement, c'est un coup de com', c'est un peu pour dire, voilà, moi, je fais pas comme les autres, mais il invoque l'argument de dire, voilà, TikTok, c'est une plateforme contrôlée par l'État chinois, il y a un risque d'ingérence. Ce qui est vrai. Mais c'est pareil avec Meta. Enfin, je veux dire, quand on se souvient des scandales Cambridge Analytica, etc., il va pas quitter Meta. Donc finalement, c'est pas tout à fait pareil parce que Meta, pour le coup, ils sont soumis au règlement européen DSA, DMA. Et il y a eu des négociations qui ont été ouvertes. Désormais, mais à l'époque. Oui, voilà. Mais à l'époque, c'était bon. Au final, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose? Moi, je sais pas. Ça m'évoque pas grand-chose. Après, grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Mais... Est-ce que toi, Ariane, dans ce que tu constates sur TikTok, tu vois des personnalités politiques qui font campagne et qui le font bien? Ou est-ce que c'est toujours cringe? Franchement, c'est cringe. Moi, j'ai du PTSD de Djebari, vraiment, ça m'a... Oui. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il est encore sur TikTok? Non, il est parti. Non, mais dans le privé, il a plus de il est parti après être allé chez son truc d'hydrogène, là.
mais son compte a quand même toujours 1 million d'abonnés. Ok, Voilà. il fait rien. 1 million d'abonnés pour Djebari. Ouais, ouais. 1 million. Ah, mais Un Djebari, million, c'était c'est une beaucoup, hein. star Pour un de sous-ministre. TikTok, hein. Pour un ministre secondaire, il était ministre des Transports. Le seul qui me procure C'était pas ta de claque aussi. le seul qui me procure pas de cringe sur TikTok et encore, c'est Louis Boyard. Et encore. Ouais. Mais parce que je sais pas, peut-être Ouais. que bon, c'est peut-être le seul où je tolère en fait. C'est par proximité idéologique ou c'est. Peut-être par proximité générationnelle. Ouais. Ok, ouais, sans doute. Certainement, Parce ouais. que, bon, voilà, après ça. Bon, je reste dubitatif sur l'efficacité, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être celui qui me dérange le moins et qui peut peut-être me faire rire, mais c'est vrai que les autres. En fait, c'est vraiment, on sent qu'il y a vraiment que de l'opportunisme derrière. Il n'y a pas de travail. Et en fait, vraiment, on sent qu'ils utilisent la plateforme comme ils la considèrent, c'est-à-dire comme un truc où on va s'adresser aux gens qui sont débiles, en fait. Parce que les gens qui utilisent les réseaux n'ont pas forcément beaucoup de réflexion, etc. Donc, on va. Et je trouve ça dommage parce que pour le coup, il y a de quoi faire. De quoi toucher vraiment voilà, d'autres potentiels électeurs, etc. Mais ils le font très très mal. Et c'est juste gênant en fait. Léa, toi, tu as rencontré une candidate belge qui ne fait campagne que sur TikTok, Alors pas pratiquement. que, mais effectivement, j'ai remarqué, là, quand j'étais à Bruxelles, que finalement, les candidates aux élections européennes, notamment cette candidate qui s'appelle Léa Charlet, me disait qu'elle passait quand même pas mal de temps sur TikTok. C'était potentiellement une ressource. Et c'était marrant parce que finalement, elle-même, elle n'était pas très habituée à l'outil. Donc elle se lançait, mais elle me dit, du coup, elle est tombée un peu dans le rabbit hole. Genre, elle était là, putain, il y a un mec qui fait ça, c'est un truc de ouf. Et genre, elle En s'est pleine rendue compte campagne. à quel point c'était kiffant. Et je crois qu'elle passe plus de temps à mater les trucs qu'à vraiment faire des trucs. Mais oui, Antoine, c'est un levier, ouais. Quand on veut gagner une élection, il faut absolument être sur TikTok. Non. Mais, Je te dis l'opinion publique, Antoine. que dit ma thèse surtout d'ailleurs? Parce que c'était vraiment On mon peut sujet de rappeler que thèse. tu as Ouais. ton sujet de thèse, c'était. C'était effectivement l'influence des nouveaux médias sur le rapport à la politique et sur le vote. Donc, il va falloir que je la résume en si peu de temps. ça va Ah être ouais, Déjà, ça va être comment tu hardcore. définis nouveaux médias? Bah, en gros, tu vois, à la fois les émissions d'infotainment et Ouais. de l'autre côté, les réseaux sociaux. Et aussi, tu pourras avoir différentes gradations dans les réseaux sociaux. Bref, plusieurs choses. La première, ce que tu vois, c'est qu'en termes d'image, quand un politique va sur les réseaux sociaux, ça va augmenter l'impression de proximité avec les électeurs, avec la population. Mais derrière, ça va réduire l'impression de compétence. Oui, Et donc, très bien. C'est dommage. Et donc, le problème, c'est que derrière, ça n'a pas d'influence sur le vote. Et ce que l'on voit, c'est qu'on en fait énormément sur l'influence qu'ont les réseaux sociaux sur le rapport à la politique, sur le vote, alors que déjà, le fait de s'informer sur Internet et les réseaux sociaux en premier, c'est seulement 9% de la population. Donc, les médias traditionnels, ils sont encore omnipotents par rapport aux nouveaux médias. Phénoménal. Oui, je le dis tout le temps. Moi. Donc déjà, tu as cet aspect-là, et que d'un autre côté, c'est extrêmement difficile pour les hommes politiques, pour les hommes et les femmes politiques, de toucher des personnes qui ne sont pas de base d'accord avec eux. Donc finalement, tu vois qu'il peut y avoir une corrélation entre le fait d'être plutôt dans les cercles de gauche radicale ou d'extrême droite et le fait de t'informer sur les réseaux sociaux, mais c'est pas le fait d'être informé sur les réseaux sociaux qui a fait que tu as voté pour ces partis-là. C'est parce que tu n'avais pas confiance dans les médias classiques que tu es allé t'informer sur les réseaux sociaux et que tu as trouvé des contenus qui étaient plus adaptés. Ça peut renforcer des prédispositions que tu avais, mais ça peut jamais les créer. Ok, d'accord, je comprends. Je comprends. C'est des biais de Usul. confirmation, c'est ça qu'on appelle ça comme Complètement. Biais de confirmation. Usul. Oui, parce que c'est très intéressant ce truc sur l'impression de proximité. Ce que fait Bardella aujourd'hui me fait beaucoup penser à ce que fait Salvini pendant des années. Matteo Salvini, il faisait la tournée des plages, il faisait des selfies avec tout le monde. Alors à l'époque, c'était pas TikTok, c'était Facebook. Il a beaucoup utilisé. Il a poncé, ouais. Qui en effet a créé il est sympa, ça dépolitise, mais ça dépolitise dans le bon sens, c'est-à-dire cette impression de proximité, de c'est le gars sympa, il est là, on peut prendre une photo avec lui, il est super cool. Il est comme nous. Et ben Bardella est en train de faire ça passe. En plus, tu t'emmerdes pas avec les journalistes qui vont poser des questions. En fait, il n'y a pas de questions. Tu fais des selfies. Et ça cartonne, ça défonce. C'est une super méthode. Ouais, de proximité, il est Parce que sympa, il est proche de moi. Tu fais campagne un peu sous la ligne de flottaison de la surveillance des grands médias, etc. Est-ce qu'on a des exemples de campagnes électorales qui ont été, dont le destin a été changé par les réseaux sociaux? Mais plein, en vrai. Moi, je pense en fait à l'après-campagne de Donald Trump et la contestation des résultats de l'élection. Aux États-Unis, c'est un vrai Cette espèce phénomène. de campagne après la campagne là, qui a Ah, eu lieu avec ce complotisme phénoménal. Même en vrai, encore Iraquais, aujourd'hui, la campagne entre Biden et Trump, elle a énormément aussi lieu sur TikTok parce qu'on voit qu'ils s'attaquent l'un l'autre à base de posts indirects, etc., où ils essayent de faire passer ça pour un truc cool et tout, mais Joe Biden, je sais même pas si... Il y avait le changement, c'est maintenant, en 2012. Oui, Oui, c'est mais- vrai. Ah, mon Dieu. C'est quoi, c'est ça, non
Mais le changement, c'est maintenant. Il a gagné à la fin. Hein. Donc peut-être. Oui, enfin bon. Peut-être pas à cause de ça. Peut-être que c'est grâce à Facebook, hein, tu sais pas. Antoine. Sur tout ça, un point qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que certes, il y a seulement 9% des électeurs qui vont s'informer en priorité sur Internet et les réseaux sociaux. Par contre, tu as une catégorie de la population qui va s'informer là-dessus en totalité, c'est les journalistes. Et le problème, c'est que à partir du moment où tu as un phénomène qui peut être extrêmement marginal en ligne, les journalistes étant ultra présents sur ces espaces-là, ils vont dire, ils vont le retraiter et tout ça. Et c'est assez marrant de voir comme tu as des phénomènes du type, pendant le Covid, il y avait un espèce de documentaire ultra complotiste, Hold Up. Ouais. sûr. En fait, c'était un truc qui était ultra marginal en ligne, personne ne le regardait. Et d'un coup, des journalistes qui se sont mis à en parler. Le producteur, il a été invité chez Pascal Praud, évidemment. Et derrière, le visionnage de la vidéo, du documentaire, a complètement explosé. Et a explosé suite au passage chez Pascal Praud. C'est vraiment, encore une fois, les médias traditionnels qui drivent. Qui reprennent des phénomènes qui peuvent être microscopiques en ligne et qui en font vraiment des phénomènes... Tu veux dire que même nous, de manière indirecte, on est en train de participer à la campagne de Jordan Bardella ? Parce qu'on en parle, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut pas en parler ? Non mais vraie question. Hein. Après nous, c'est vrai qu'on est souvent, toi comme moi, on est souvent questionné sur la politique sur Internet, sur Internet, les jeunes. Je pense qu'on devrait marteler, comme je le fais là. On est marginaux et regardez-vous déjà dans la glace, les grands médias. Regardez ce qui se passe chez vous avant parce que en fait, ça reste structurant. C'est complètement structurant. Le premier truc. Et voilà. Bon. Puis c'est un moyen de botter en touche aussi pour les grands médias, de dire de toute façon c'est Internet, mais c'est aussi ce que tu vois avec avec le gouvernement qui crée des commissions à n'en plus finir sur le rôle néfaste d'Internet, des réseaux sociaux, alors que dans les faits, déjà on pourrait regarder ce qui se passe dans les médias plus traditionnels qui sont regardés de manière ultra dominante par l'ensemble de la population. Du coup, t'as aussi un truc intéressant que tu montres, Antoine, c'est que plus on s'informe sur Internet et les réseaux sociaux, plus on va participer aux élections. Oui, c'est ça. Plus on regarde Backseat, plus on s'intéresse à la politique. Tout à fait. Oui, exactement. Mais encore une fois, c'est des effets de renforcement de prédispositions qui existent auparavant. C'est pas quelqu'un qui était... c'est très rare des exemples de personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par la politique et qui vont aller sur Internet et les réseaux sociaux et tout d'un coup choper le virus de la politique. Par contre, en effet, il y a vraiment une relation entre, de base, être super intéressé par la politique et trouver que c'est des meilleurs espaces où tu vas avoir des contenus qui sont plus adaptés, que tu peux choisir et que tu n'es pas forcément obligé d'en passer par 36 phases de pub avant de pouvoir voir ou d'aller chez Karim Rissouli, évidemment. Ça, Ariane. C'est le top, ça. C'est par rapport à cette histoire de les médias traditionnels, Internet, tout ça. Internet. Ouais, mais la politique sur Internet, le fait que vous êtes pris à partie, tout ça pour votre rôle sur la politique sur Internet, il y a toujours... C'est aussi une tendance d'avoir peur des nouveaux médias. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un nouveau média, et ça depuis la radio, tu vois, la radio, la télé, des paniques morales, à chaque fois de « oh mon Dieu, ça va manipuler les foules », etc. Bon, au final, comme tu l'as dit, Antoine, c'est pas le cas, quoi. Enfin, il faut pas non plus... Il y a eu un petit phénomène sur TikTok, un compte avec 30 000 abonnés et des millions de vues, une fausse Amandine Le Pen, une fausse nièce de Marine Le Pen. Ça a été un petit phénomène, ça a été un espèce de buzz. On a quelques images d'illustration, voilà. Il s'agit d'un deepfake. Ce que vous voyez est un deepfake. La jeune femme que vous voyez n'existe pas, elle n'est pas la nièce de Marine Le Pen. C'est cramé. Hein. Mais oui, c'est assez cramé. C'est assez cramé, mais ça a quand même cartonné. Et elle a posté, elle ou il, on ne sait pas, ou eux d'ailleurs, on ne sait pas qui dirige ce compte, a publié énormément de vidéos incitant à voter à l'extrême droite. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance du premier deepfake dans le cadre d'une campagne électorale ? Moi, ce qui me fait beaucoup rire avec l'extrême droite, c'est qu'ils aiment beaucoup l'intelligence artificielle pour un peu illustrer leur théorie un peu qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, quand on voit toutes ces affiches générées par IA, en fait, où on vous montre, je sais pas, l'islamisation de la France, etc. En fait, ils sont obligés de le représenter par IA. Parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. Parce que ça n'existe pas. Et là, c'est un petit peu pareil. Enfin, même si là, on va plus loin parce qu'on est dans la création d'un personnage, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être tellement besoin de confirmation qu'ils sont obligés de créer un personnage qui n'existe pas parce qu'ils ne l'ont pas en fait en réalité. Et pour convaincre les gens de voter pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella, etc. Et moi, ça me fascine parce que du coup, en fait, encore une fois, ça montre qu'ils vivent dans un monde où ils ont des idées sur des choses qui n'existent pas et qu'ils essayent du coup de faire vivre. Et donc, ils sont obligés de les créer, de créer des choses fausses pour théoriser leurs idées, leur panique sociale. C'est marrant ce que tu dis parce que le premier
le premier homme politique français à avoir utilisé des images d'animation en 3D dans un clip de campagne, c'était Jean-Marie Le Pen pour les élections européennes des années 90. Et c'est un espèce de clip moche au possible dans lequel une espèce de caméra montrait une France à feu et à sang. Avec la tour Eiffel qui était cassée en deux, avec des trucs en incendie, avec des voitures retournées. Alors qu'il n'y avait pas Hidalgo encore. Et des affiches PS, etc. C'est prémonitoire, c'est les JO. Et effectivement, ce que tu dis est vachement intéressant. Genre, obligé d'avoir recours à l'informatique pour générer artificiellement ce qui n'existe pas, en fait. Les gars, juste vos peurs, elles sont irrationnelles. Donc en fait, c'est un peu... Usul. Oui, on va dire que l'extrême droite a de toute façon, en effet, j'ai envie de dire, un rapport assez décontracté à la vérité. Tu parlais tout à l'heure de Cambridge Analytica, c'est les fake news, etc. Voilà, il y a une décomplexion dans le fait de, écoutez, tous les moyens sont bons, puisque de toute façon, à l'extrême droite, on croit pas à la justice, on croit pas à l'égalité, on croit à la force. Or, dans la force, le mensonge est un des outils possibles. Ça, je veux dire, ça les stresse pas, quoi. Ça les stresse pas du tout. Ils n'ont pas un rapport scrupuleux à la vérité, au réel. Pas du tout. C'est des cartons que la gauche s'impose. Toute leur rhétorique politique est basée sur du mensonge. Et des choses qui n'existent pas, effectivement des espèces de fictions politiques et sociales qui n'existent pas. Donc effectivement, ils sont obligés d'en parler, encore une fois, des questions migratoires, etc., en disant qu'ils voient ça comme étant une espèce de problème impossible à gérer. D'ailleurs, malheureusement, ça dépasse effectivement l'extrême droite, mais c'est basé sur des récits alternatifs inexistants et qui cherchent à imposer avec des fictions qui sont finalement des raisonnements relativement courts. Il y a des raccourcis de fou. Ils raccourcissent de fou. Il y a peu de nuances. Ils définissent aussi des boucs émissaires constamment. Et donc, bon, voilà. Je vais ajouter un petit point juste. Oui, vas-y. C'est que dans l'idée de ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un peu de la fin dans les moyens déjà, quoi. C'est-à-dire cette décomplexion à mentir, cette décontraction à mentir comme ça, nous dit aussi quelque chose du projet politique et de leur vision du monde. Et là, moi, je suis relativement aussi inquiet, c'est que l'emploi du mensonge, pour moi, il fait sens politiquement, et que je vois notre gouvernement et des gens au pouvoir mentir avec cette même décontraction aujourd'hui sur tout un tas de sujets, c'est-à-dire mentir effrontément. Avec le même aplomb. Avec un aplomb comme ça, je sais pas. Ou inventer des choses aussi. Je me dis que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Je reviens sur les réseaux sociaux. Les GAFAM ne sont pas neutres. Les réseaux sociaux ne sont pas des plateformes neutres. Alors, il y en a qui jouent plus ou moins le jeu des régulations. Je pense à Meta, j'en ai parlé tout à l'heure, avec l'Union européenne. Les régulations, l'Union européenne est l'endroit du monde le plus avancé en termes de régulation du numérique et des réseaux sociaux. Mais on peut parler aussi de la plateforme X. Twitter, possédé par Elon Musk, qui a une politique de modération de plus en plus clairement d'extrême droite. Et c'est très assumé par Elon Musk lui-même, par les dirigeants de Twitter. Et c'est extrêmement inquiétant, parce que ça aussi, ça participe en partie à la construction d'un paysage politique, d'une sphère publique du débat et de la discussion. Et il se trouve que oui, maintenant, les néo-nazis sont complètement autorisés sur Twitter et tout va bien. Il a même débanni des nazis qui avaient été bannis à l'époque quand il a racheté le réseau. C'est terrifiant. Absolument. Alain Soral, notre Alain Soral national. Dont Alain Soral, effectivement. Il a pu faire un retour. C'est là où tu comprends quand même la force idéologique et l'outil que les réseaux sociaux peuvent avoir. Et le rapport aussi que nous, on doit entretenir face à ça. Parce que typiquement, moi, Twitter, c'était une plateforme sur laquelle j'ai beaucoup bossé, où j'ai beaucoup partagé mon travail, etc. Aujourd'hui, j'y repense à 2 fois. Donc, j'ai dû migrer sur Instagram. Jusqu'à quand ? Et and so on, quoi. Du coup, c'est la question qu'on doit se poser aussi nous, mais même, je veux dire, parlons de Twitch, YouTube et compagnie. On n'est pas à l'abri, finalement, d'un revirement. Twitch ou YouTube est racheté par Musk demain, on fait quoi ? Enfin, vraie question, quoi. Si les questions politiques sont bannies sur Twitch demain, adieu Baxit. Donc, il y a aussi comment nous, on s'organise collectivement pour porter un contre-discours. Parce que c'est aussi une question de discours c'est pas et de récit. C'est aussi une question d'infrastructure. Tout à fait. Mais justement, il faut on est dépendant, je pense, de ces infrastructures. Et c'est un risque. Pour l'instant, sur Twitch, on est assez à l'abri. Ça va, mais depuis le début de l'année, quand tu fais des contenus qui parlent de politique, sur Twitch, tu as l'obligation d'avoir le tag politique. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est obligatoire. Donc peut-être que ça leur sert à faire, à mon avis, ça leur sert à faire des datas, je pense. Oui, certainement. Pour l'instant, ils se bornent à faire des datas pour voir à peu près c'est quoi le phénomène de la politique sur Twitch.
Moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il y a pas, enfin, il y a politique et politique sur Twitch. C'est pas la même chose. Une émission comme Backseat ou quelqu'un qui va défendre un point de vue ou un candidat, enfin, tu vois, ou même un candidat lui-même qui viendrait faire sa chaîne sur Twitch et ça existe. C'est comme pas la même chose. Et moi, ça me gêne qu'on me mette dans le même sac. Mais bon, pour l'instant, on en est là et ça ne change rien, donc c'est cool. En vrai, tu vois, par rapport à la télé, il y a autant de canaux qu'on veut sur Twitch, c'est-à-dire que tout le monde, tu vois, c'est pas bridé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question de pluralité, etc. Même s'il y a des gens qui vont porter des idées acerbes, de l'idéologie d'extrême droite, etc. Moi, je pense que en vrai, tout le monde a sa place pour parler de politique sur Twitch, donc je ne verrais pas pour dire, la politique et plusieurs contenus de type politique. Tout le monde a le droit de parler de politique, en fait, puisque en fait. Alors, tout le monde a sa place. Il y a quand même des limites dans les règles de Twitch qui sont les bienvenues, qui prohibent le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Et du coup, comme il y a ces règles-là, ça permet d'avoir un encadrement déjà à la base, tu vois, où en fait, que tu viennes porter une émission politique ou que tu sois une personne politique ou juste un commentateur individuel, etc. Je pense qu'en fait, ça, pour le coup, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie là-dessus. Enfin, c'est mon idée, puisque justement, il y a une multitude de canaux et qu'on n'est pas à la télé et que du coup... Finalement, si quelqu'un se dit « Ah oui, mais lui, il fait beaucoup de vues avec en portant son idée », en fait, toi aussi, tu peux le faire. En fait. Ouais, démerde-toi avec crée ta chaîne. Oui, ça, je suis d'accord. Par exemple, les deepfakes là, de Le Pen, on fait quoi avec ça? Ça devrait être illégal, tout simplement, pour le coup. Ça devrait être interdit, je sais pas, ça c'est pareil, pour moi, il y a aussi des petites paniques là-dessus. En vrai, les deepfakes, je veux dire, les photomontages, tout ça, la propagande, ça existe depuis hyper longtemps. Ouais, je suis pas sûre que ce soit non plus le truc le plus inquiétant. Et en plus, sur cette histoire de Amandine Le Pen, là, vous parliez d'images de Paris à feu et à sang, de réalité qui n'existait pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est pas du tout l'objet de ces deepfakes-là. L'objet de ces deepfakes, c'est de montrer une meuf cool, plutôt très riche. Elle est genre sur des yachts avec des sacs Vuitton, des trucs, tu vois, avec un style de vie et qui est plutôt dans cette stratégie de vouloir montrer que l'ERN comme un projet enviable, quoi, tu vois. Désirable, ouais. Désirable. Ouais, c'est vrai. Et tu penses pas que ça peut convaincre un certain nombre de personnes quand même, surtout des jeunes personnes qui n'ont pas forcément, une éducation aux médias, un esprit critique pour arriver. Là, ça normalise. Faudrait en faire une enquête. Convaincre, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça rend sympathique. Mais comme la stratégie de Bardella, où tu vois que sur son compte TikTok, lui, il choisit de faire Bardella le beau gosse, tu vois. Il est là, il met des clips de lui où il y a des meufs qui sont là, oh là là, Bardella est beau, il fait des petits. Tu vois, il la joue comme ça c'est ça, tu vois, ça les rend sympathiques. Mais après, convaincre des gens de voter pour le RN parce qu'il y a ce compte deepfake de Amandine Le Pen, là, je suis pas sûre, quoi. À suivre, en tout cas, dans la suite de cette campagne des élections européennes et dans les futures campagnes électorales, et même entre les campagnes. Tout ne se résume pas aux élections, après tout, en politique. Il y a un débat public qui existe. Chers amis, nous allons marquer une pause. Après la pause, nous nous retrouverons avec nos deux invités de la semaine, toujours dans le cadre de ce partenariat avec Frames. On va parler de création sur Internet avec quelqu'un qui vient d'Arte France, il s'agit de Lama Serran, et quelqu'un qui vient du journal Le Monde de Donald Walter. On va parler avec ces deux belles personnes de la création sur Internet. Après cette pause, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos deux invités, Artoise et Ariane. Et on va pouvoir marquer une pause. À tout à l'heure, merci.